César de Como est le célibataire le plus convoité de tout San Carlo, que ce soit pour les gemmes précieuses, les plus beaux étalons ou les plus belles débutantes du royaume. Tout cela est fermement à la portée de César. Avant tout, il est le fils du roi et de sa maîtresse la plus précieuse, la comtesse Rubina, en d'autres mots il est vénéré et admiré par tout Estrusque. N'oublie pas de laisser le petit pouce en l'air, ou un commentaire pour soutenir la chaîne, et tu peux t'abonner pour ne pas rater nos histoires. César affirme qu'Isabella est la seule personne digne d'être sa femme et prévoit bientôt de présenter sa proposition de mariage au cardinal de Mar. Il envisage également d'en informer son père lorsqu'il le verra le mois prochain. D'un coup, César entend alors des rires au-dessus de lui et voit son père et Alfonso rire ensemble, cela le met en colère. Malheureusement, César ne peut être traité par le roi comme son fils légitime que dans des chambres privées, loin des regards indiscrets. Alors César leur tourne le dos et remarque Ariadne, puis, il demande alors à sa mère si elle sait quelque chose à son sujet. Sa mère lui parle d'Ariadne, lui expliquant qu'elle avait agréablement impressionné la reine. Étonné qu'Ariadne ait réussi à attirer l'attention de la reine, César demande ce qu'elle a fait pour obtenir cela. Rubina le réprimande de ne pas juger un livre à sa couverture et que malgré son manque d'expérience, Ariadne a réussi à gagner la faveur de la reine à son jeune âge, il se pourrait qu'elle ait plus à offrir qu'il ne le pense. Leur conversation continue, mais s'arrête lorsque César remarque que le sermon est sur le point de commencer. En regardant en bas, il voit le célèbre apôtre d'Acereto, un clergé qui a un fervent public parmi les pauvres et les opprimés. Contrairement à l'interprétation traditionnelle des Saintes Écritures, qui soutient que ceux qui ont péché dans leur vie précédente renaissent en tant que paysans, l'apôtre enseigne que même les plus humbles des paysans peuvent apprendre et pratiquer les enseignements sacrés de Dieu et atteindre un jour le salut en tant qu'enfants fidèles du Seigneur. Il affirme que même les paysans peuvent s'élever aux yeux du Très-Haut. L'apôtre d'Acereto commence alors son sermon, surprenant les gens, en particulier le cardinal à cause de ce qu'il disait. Les gens murmuraient disant que les sermons de l'apôtre sont blasphématoires. Le cardinal réalise que l'apôtre est un hérétique et qu'il cherche à saper les fondements même de leur nation. Il n'arrive pas à croire qu'il ait permis à l'apôtre de prêcher une telle hérésie lors de sa messe sachant que le sermon de l'apôtre entraînerait sa propre persécution en tant qu'hérétique. Le cardinal souhaitait arrêter l'apôtre, mais il a été personnellement invité par le pape lui-même. Donc, s'il arrête l'apôtre, ce serait vu comme un affront direct au pape. Le cardinal est alors pris de panique face à cette situation. Lorsque l'apôtre proclame que Saint Gon de Jerséach était autrefois l'enfant d'un homme comme toutes les personnes dans la salle, d'un coup Ariadne entre dans la salle, intervient et interpelle l'apôtre pour son sermon blasphématoire. Tous deux débattent devant le peuple de leurs croyances et de ce qu'ils doivent croire, l'apôtre ou les écritures auxquelles ils se sont fiés toute leur vie. Le garde demande alors au roi s'ils doivent escorter la fille à cause de cette agitation. Le roi demande alors s'il fait référence à la jeune fille, ce à quoi le garde répond affirmativement. Puis, le roi sourit, estimant que c'est l'apôtre qui devrait être expulsé à la place d'Ariadne. Il demande ensuite son nom, et Alfonso répond, disant au roi qu'elle est son amie et l'une des personnes qu'il admire le plus dans ce monde. Ariadne attrape le col de l'apôtre et lui demande s'il ose remettre en question les Saintes Écritures. Le cardinal est surpris par les actions d'Ariadne et tente de reprendre le contrôle de la situation avant qu'il ne soit trop tard. Les portes de l'église s'ouvrent et l'Inquisition entre, demandant à voir le prêtre hérétique Alejandro. Les habitants de San Carlo chuchotent entre eux à propos des événements actuels. Le cardinal est surpris par la visite de l'Inquisition, pris de panique, il court pour expliquer la situation avant qu'elle ne soit hors de contrôle. Le chef Alejandro a été accusé d'avoir trompé les habitants d'Étrusque et est condamné à l'excommunication par l'Inquisition. L'inquisiteur interpelle ensuite le cardinal de Mar pour avoir permis au prêtre Alejandro, un hérétique connu, de prêcher dans sa chapelle et exige une explication pour sa participation au sermon blasphématoire. Le visage du cardinal s'assombrit et il se sent trahi et pense que ce plan a été conçu par le pape Ludovico pour limiter son influence. Le fait que l'inquisiteur soit arrivé en tant que représentant du pape signifiait que le jugement du pape était final et absolu. Le cardinal veut expliquer que ce qui s'est passé était une erreur et qu'il n'était pas celui qui avait invité l'apôtre, mais il est interrompu par sa fille, Ariadne, qui demande à parler à l'inquisiteur. Dans la vie précédente d'Ariadne, à la fois le sermon de l'apôtre et l'arrivée de l'inquisiteur avaient eu lieu. Cela signifiait que ce qui se passerait ensuite serait un pari pour elle, mais l'inquisiteur lui dit qu'elle n'a pas le droit d'interférer dans les affaires de l'Église. Ariadne répond en disant qu'elle est la deuxième fille du cardinal et invente une histoire selon laquelle son père n'était pas au courant de l'hérésie du prêtre Alejandro et avait préparé un débat public pour le réfuter. Le cardinal est surpris par les aveux d'Ariadne et lui ordonne de se taire. L'inquisiteur ne croit pas un mot de ce qu'Ariadne dit et l'accuse de se moquer de leur travail. Il ajoute que puisque le cardinal avait invité le prêtre à parler et tourné la messe en dérision en se cachant derrière sa fille, alors le cardinal et Ariadne sont tous deux accusés d'avoir ridiculisé la sainteté de la messe. Ariadne ressent la pression de l'inquisiteur, mais sait que reculer maintenant signifierait sa fin. Puis, elle avoue alors que le cardinal avait seulement accepté de laisser l'apôtre parler parce que le prêtre Alejandro était un invité du pape et avait été envoyé à San Carlo sur ordre direct du pape. Si le cardinal avait refusé la demande du pape, cela aurait été un affront à sa réputation.
Ariane remarqua que ces paroles portaient leurs fruits et continua d'informer l'inquisiteur du prétendu plan du cardinal. Elle lui expliqua que le cardinal était au courant des hérésies du prêtre Alejandro et avait déjà préparé une dissection théologique sur les faux enseignements de l'apôtre. Le cardinal, pris au piège, ne pouvait que suivre l'histoire d'Ariane pour échapper à l'Inquisition. Alors, l'inquisiteur, maintenant incertain, doutait de la vérité et le peuple de San Carlo, ayant entendu la défense d'Ariane et la détermination avec laquelle elle protégeait les Saintes Écritures, se rangea de son côté. Il louait son courage et la considérait comme une héroïne, suivant les traces de son père. L'inquisiteur, ne pouvant plus la contredire à cause de la foule, cherchait à se retirer discrètement. Le cardinal, cependant, insista pour que l'inquisiteur prenne ses responsabilités pour l'incident et Ariane, quant à elle, se réjouissait en silence, sentant que cette fois, elle pourrait se libérer de ses fiançailles avec César. Pendant ce temps, dans la salle d'audience royale, le roi discutait avec son serviteur à propos d'Ariane et de son intervention fougueuse. Il compara la scène à une pièce de théâtre, comme si elle et le pape avaient orchestré tout cela. Le roi souhaitait la récompenser pour ses réponses claires et réfléchies et pensa à lui offrir le cœur de la mer profonde, un magnifique et précieux saphir, convoité par de nombreux collectionneurs et particulièrement par la comtesse Rubina, la maîtresse du roi et mère de César. Le roi, sachant l'obsession de Rubina pour ce joyau, pensa que s'il l'offrait à Ariane, il reviendrait finalement dans sa famille une fois qu'elle épouserait César. Le roi envisagea alors de fiancer Ariane à son fils. De son côté, le cardinal demanda à Ariane comment elle avait acquis ses connaissances théologiques. Il fut surpris lorsqu'elle répondit qu'elle s'était instruite elle-même en lisant ses livres pour passer le temps. Bien qu'il la crût partiellement, il restait sceptique, car la profondeur de ses réponses ne convenait pas à une jeune fille autodidacte de 15 ans. Ariane, anticipant son doute, approfondit ses explications, mentionnant ses lectures de réflexion sur la nature du Fils saint de Wycliffe et des lettres de Pélagien sur l'étude de la Trinita. Elle partagea même son opinion sur ses œuvres, sachant qu'elles étaient obscures pour l'époque mais deviendraient des lectures essentielles pour la noblesse dans quelques années. Impressionné, il lui proposa de rejoindre les prêtres pour des études des Écritures dans la grande chapelle. Ariane déclina poliment, préférant étudier seule, prétextant ne pas vouloir l'embarrasser, alors qu'en réalité, elle ne souhaitait pas révéler tous ses secrets. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le cardinal la rappela pour la complimenter sur son intervention pendant la messe d'État, ce qui provoqua chez elle un sentiment de chaleur qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Pendant ce temps, au palais, César s'abandonnait à l'ivresse. Sa mère, la comtesse Rubina, entra et lui demanda s'il avait entendu les nouvelles concernant Ariane, désormais considérée comme l'héroïne de San Carlo. César, indifférent, continua de boire, ce qui irrita sa mère. Elle le réprimanda sévèrement, lui rappelant ses devoirs, notamment celui de choisir une épouse vertueuse et sage, puisqu'il était destiné à monter sur le trône un jour. César, excédé, répliqua violemment, affirmant qu'Alfonso, et non lui, hériterait du trône. Il hurla ensuite sur sa mère qu'elle devait cesser de se bercer d'illusions, car il ne recevait rien d'autre que le titre insignifiant de comte sans terre. Furieuse, la comtesse lança un verre contre le mur et déclara que César ne devrait pas élever le ton sur elle car elle la portait dans son ventre et qu'il sera un jour roi. Elle l'informa également que le roi prévoyait d'offrir à Ariane le cœur de la mer profonde. César savait pourquoi sa mère convoitait cet objet, une diseuse de bonne aventure lui avait un jour prédit que celui qui posséderait le joyau monterait sur le trône. Rubina, déterminée, lui rappela qu'elle avait tout fait pour lui et l'exhorta à ramener le joyau pour elle. Une lettre fut envoyée à Ariane, l'invitant à se rendre au palais pour recevoir un cadeau de la reine. Avant son départ, son père lui conseilla de bien se comporter et d'éviter tout problème. À sa grande surprise, il l'accompagna personnellement au palais, signe qu'elle était désormais une figure centrale dans les intrigues de la cour. L'unique intention d'Ariana était d'éviter ses fiançailles avec César, mais elle reçut une récompense de la reine à la place. Lorsqu'Ariana vit son reflet, elle pensa que ses vêtements étaient un peu ternes. Elle eut une idée et se rendit immédiatement dans le jardin. Ariana cherchait des pivoines dans la cour arrière du palais de la reine. Elle fut surprise lorsqu'elle entendit quelqu'un l'appeler, elle leva les yeux, et vit Alfonso perché en haut d'un arbre. Alfonso conseilla ensuite à Ariane de grimper à l'arbre. Ariane réalisa soudainement qu'elle portait une magnifique robe blanche qui risquait de se salir, et elle émit un soupir. À ce moment-là, Alfonso lui demanda si elle pouvait s'asseoir sur ses genoux, ce qui sembla un peu trop audacieux pour Ariane, même s'il était un ami proche. Mais en repensant au fait qu'elle avait été trahie et ruinée par César dans sa vie antérieure, elle décida de l'écouter, car il représentait sa seule échappatoire aux griffes mortelles de César, comme s'il était son unique billet d'or. Elle finit par obéir à la demande d'Alfonso, qui semblait vouloir protéger sa robe tout ce temps, alors qu'elle était préoccupée par autre chose. Alfonso demanda ensuite à Ariane la raison de sa visite soudaine au palais, et Ariane lui répondit qu'elle avait une audience prévue avec la reine. Cela fit immédiatement souvenir Alfonso de ce jour spécial, ajoutant que son père parlait d'elle avec beaucoup d'admiration. Il sembla que le roi se sentait abattu de ne pas pouvoir lui accorder un titre de chevalier, et Ariane exprima également sa tristesse à ce sujet, car son rêve avait toujours été de devenir une chevalière en armure brillante.
Alors qu'ils continuaient à discuter, Alfonso déclara qu'il la ferait chevalière un jour, ce qui fit sourire Ariane, en songeant qu'elle prêterait bientôt serment d'allégeance à lui au lieu d'attendre ce jour. Ariane jura alors, sur la sainteté de son âme, de lui promettre une loyauté éternelle. À partir de ce moment, elle s'engagea à protéger Alfonso à tout moment de difficulté ou de conflit, plaçant son bien-être au-dessus de sa propre vie. En entendant ces paroles enchanteresses sortir de la bouche d'Ariane, Alfonso sentit un léger frisson de bonheur et la complimenta pour sa détermination et il pensa qu'avec des personnes aussi brillantes et loyales à ses côtés, il pourrait finalement devenir un roi à moitié décent, tout en maintenant une attitude humble devant elle. Après avoir vu le visage humble d'Alfonso, Ariane se mit à regretter d'avoir piégé Alfonso dans une mort misérable, et elle se sentait toujours honteuse de lui avoir juré de protéger sa vie. Elle se demandait ce qui se passerait s'il apprenait un jour ce qu'elle lui avait fait dans le passé, serrant sa robe tout en réfléchissant à ce que l'avenir pouvait lui réserver. Elle craignait qu'Alfonso ne commence à la haïr s'il venait un jour à découvrir la vérité. Alors qu'elle continuait à ruminer ses pensées, elle glissa soudainement de la branche de l'arbre, mais avant qu'elle ne touche le sol, Alfonso la rattrapa en pleine chute, inquiet pour sa sécurité. Ariane le remercia avec un sourire, et Alfonso lui suggéra d'être plus prudente, tandis qu'Ariane ressentait un certain vertige face à tout cela, comme si son cœur commençait à s'épanouir sous l'effet de l'amour. Alfonso demanda ensuite à Ariane ce qu'elle faisait dans le jardin avant qu'il ne la trouve, sachant que ce n'était pas le chemin menant à la salle d'audience de sa mère. Ariane expliqua l'incident en disant qu'elle cherchait une fleur pour orner ses cheveux, car elle craignait que sa tenue ne soit un peu trop simple, ce qui amena Alfonso à dire qu'il la trouvait plutôt élégante. Surprise, Ariane répondit qu'il aurait été préférable pour elle de porter quelques bijoux pour ajouter une touche de glamour, car elle devait être la seule dame à se présenter à une audience avec la reine dans un état si modeste. Alors qu'elle continuait à réfléchir à ses intentions, Alfonso, qui percevait les véritables préoccupations d'Ariane, lui passa un médaillon en forme de croix autour du cou, malgré le désordre de ses cheveux. Lorsqu'Ariane se rendit compte de la tendresse derrière ce geste, alors qu'il avait lui-même attaché ses cheveux, elle se mit à rire doucement, n'ayant jamais vu cette version d'Alfonso, si simple et innocent. Ariane le remercia pour sa gentillesse et ses pensées avant de se diriger vers l'audience de la reine pour accepter la récompense qui lui était destinée. Lorsque le moment arriva pour Ariane de recevoir la récompense de la reine, cette dernière fit remarquer qu'elle n'aurait jamais pensé que le roi lui accorderait une telle distinction. Elle se demanda ce que le roi allait lui offrir en raison de ses accomplissements, et la reine révéla qu'elle allait recevoir le cœur de la mer profonde. Ariane tomba alors à genoux, criant qu'elle ne pouvait pas accepter un tel cadeau et en voyant sa réaction, toute l'assemblée la regarda fixement, se demandant pourquoi elle refuserait une récompense aussi prestigieuse, qui était censée être un grand honneur pour sa famille. Mais Ariane savait que ce joyau lui apporterait des ennuis, car ayant vécu cette expérience dans sa vie passée, elle savait que ceux qui convoitaient la pierre seraient prêts à la trahir pour l'obtenir et lorsque la reine voit la réaction d'Ariane, elle affirme comprendre sa situation, mais elle ne sait pas quoi faire d'autre, car le roi a ordonné que cela se passe ainsi. Le bijou de famille est donc sur le point de lui être remis. La reine explique qu'étant donné qu'elle ne peut pas protéger le bijou elle-même, il serait préférable de faire en sorte que ceux qui sont obsédés par le bijou se surveillent mutuellement, ce qui signifie en général qu'ils se tiendront en échec les uns les autres. Lorsqu'Ariane réalise qu'elle devra de toute façon prendre le bijou elle-même, elle décide d'agir avec fierté et bravoure. Puis, lorsqu'elle demande une faveur à la reine, cette dernière s'emporte contre Ariane comme si elle avait dit quelque chose de honteux devant toute l'assemblée. Mais une fois la situation calmée, la reine rit de manière extatique, tandis qu'Ariane continue à transpirer. La reine décide alors d'écouter ses pensées et il semble que la reine avait depuis longtemps l'intention de lui offrir un cadeau de sa part. Tandis que la reine continue à faire l'éloge d'Ariane, les servantes parlent d'elle comme si elle était le reflet plus jeune de la reine elle-même, presque aussi vive et réservée qu'elle l'était. Mais en se remémorant ses jeunes années en tant que reine, la reine espère qu'Ariane aura des jours plus faciles que les siens, car le destin ne l'a pas traitée avec autant de clémence. Lorsqu'Ariane quitte le palais avec tous les bijoux offerts par la reine pour retrouver sa sœur, qui est ravie de les voir, tout en continuant à examiner les boucles d'oreilles en améthyste. Elle se vante alors de la façon dont la couleur des boucles d'oreilles correspond à ses yeux, ce à quoi sa mère acquiesce en disant que les boucles d'oreilles semblent faites uniquement pour elle. Isabella commence alors à s'accrocher à Ariane et demande si elle peut garder les boucles d'oreilles, en affirmant qu'elles sont vraiment superbes sur elle, ce qui fait que l'esprit d'Ariane se vide de toute pensée. Pour en rajouter sur la situation, la mère d'Isabella demande ensuite à Ariane de laisser les boucles d'oreilles pour elle, en faisant remarquer qu'il est mieux de partager la joie plutôt que de tout garder pour soi. En même temps, elle affirme qu'elle gardera les 50 ducats pour elle, en disant que c'est trop lourd à gérer par la jeune Ariane pour le moment. Ariane répond qu'elle aimerait partager tous les bijoux avec eux, mais qu'elle n'en a pas la liberté, ce qui pousse Isabella à la traiter directement de personne avide, sans même réfléchir à la situation. Puis, pour améliorer la situation, Ariane explique alors qu'elle n'avait pas l'intention d'agir comme une personne avide, mais que la reine lui avait personnellement offert tous ses bijoux et avait fait graver leurs initiales sur chacun de ses ornements. Elle rappelle ensuite qu'offrir un cadeau royal de cette sorte sans permission peut devenir une insulte punissable envers la famille royale, ce qui surprend la mère et Isabella,
car elle ne s'attendait pas à cela et pour ajouter à la situation, Ariane sort le papier de reconnaissance pour les 50 ducats d'or, fait au nom de Rambouillet Shelter, sous la protection de la reine Marguerite. Elle exprime que la somme entière a déjà été donnée en son nom, ce qui provoque une réaction de la part de la mère qui commence à secouer Ariane en colère, comme si elle avait commis un péché grave. Elle ne pouvait pas accepter qu'Ariane ait décidé de se débarrasser de tout l'argent, c'est alors qu'Ariane explique que c'était un petit prix à payer pour le bien de la famille, puisque la reine elle-même avait loué la famille de Mar pour son service envers les moins fortunés. Après avoir entendu toute l'histoire, Lucrezia lève la main contre Ariane, mais avant qu'elle ne puisse agir, son mari l'appelle, affirmant qu'il n'est pas du tout surpris par son comportement sévère et il lui rappelle combien de regards curieux scrutent maintenant leur foyer. Il lui conseille de ne pas laisser l'avidité la rendre aveugle, afin qu'elle ne s'humilie pas davantage. De son côté, le père d'Ariane remarque qu'elle a reçu le cœur de la mère profonde et dit qu'il est intéressé pour le voir. Il se souvient alors pourquoi il est appelé le bijou le plus précieux du royaume et lui propose de le garder dans son bureau, puisqu'elle n'a pas de coffre-fort. Dès que son père lui offre son aide, Ariane commence à bégayer en se demandant pourquoi la chose qu'elle attendait prenait autant de temps. Puis, soudainement, quelqu'un frappe à la porte, et il semble que des personnes du palais royal soient venues livrer quelque chose selon l'ordre royal de la reine Marguerite, qui souhaite qu'Ariane dispose d'un espace de rangement dédié pour garder le précieux bijou. Lorsque les personnes demandent dans quelle pièce elles doivent le placer, Ariane parle de sa chambre dans le grenier au 3e étage, mais son père l'interrompt en disant que ce sera dans la pièce la plus à l'ouest du 2e étage, qui appartient à son fils aîné, Hippolito. Cela déclenche une vive altercation dans le couple, ce qui semble être le moment parfait pour Ariane, qui continue de sourire intérieurement. Il semble qu'Ariane ait trouvé un moyen d'obtenir une nouvelle chambre pour elle, alors elle décide de se rendre dans sa nouvelle pièce. Il se trouve que la chambre comprend un bureau, qui était un privilège du fils aîné du cardinal. Il semble que tout cela ait été planifié par Ariane au préalable lorsqu'elle avait décidé d'avoir une conversation privée avec la reine, et tout s'est déroulé avec succès jusqu'à la fin. Mais Ariane ne pensait pas que la reine accepterait l'offre, de plus aucun de ses bijoux ne serait donné à Isabella compte tenu de la situation actuelle. Peu après, une servante entre pour lui annoncer qu'un autre messager du palais est arrivé avec un cadeau pour elle. Dès qu'elle ouvre la boîte, elle découvre une précieuse épingle à cheveux en améthyste accompagnée d'une note portant la lettre A, ce qui commence à la faire sourire. Le lendemain, lorsque la servante spéciale d'Ariane Sancha était en train de préparer le lit pour elle, Ariane lui dit qu'elle n'a pas besoin de le faire elle-même et qu'elle peut laisser d'autres servantes faire son lit, mais Sancha précise que les nouvelles servantes devront prouver leur valeur avant d'obtenir l'autorisation de s'occuper d'elle, car elles ne méritent pas encore de la toucher. Pendant leur conversation, Arabella entre dans la pièce avec son instrument de musique, affirmant qu'elle n'est pas là pour jouer, mais pour surveiller Ariane et s'assurer qu'elle ne fait pas de bêtises. Ariane se rend compte qu'Arabella s'ennuie, mais c'est normal parce que personne n'a le temps pour elle. Le cardinal pense uniquement à ses enfants aînés sans prêter attention à la plus jeune, Arabella, qui est souvent considérée comme une source de tracas sans valeur apparente. Ariane pense alors qu'elle devrait être là pour Arabella, puisqu'elle est seule, puis, elle commence donc à s'intéresser à l'ute dans ses mains. Lorsqu'Ariane demande à Arabella si elle aime jouer, Arabella affirme qu'elle ne sait rien d'elle à ce sujet, se présentant comme une prodige de la lutte avec un grand sourire sur le visage. C'est alors que Ariane est surprise par cette nouvelle information. Arabella explique qu'elle est aussi une compositrice talentueuse et commence à démontrer son talent musical devant elle. En écoutant la musique composée par Arabella, Ariane et Sancha sont toutes deux impressionnées par ses compétences, mais Arabella commence à agir timidement, essayant de paraître humble devant leur admiration. Ariane remarque qu'Arabella a un véritable talent pour les instruments de musique, alors elle lui suggère de demander à ses parents de lui acheter un instrument différent, en affirmant qu'une orgue pourrait être mieux pour combiner à son instrument. Après avoir entendu le conseil d'Ariane, Arabella révèle qu'elle est très intéressée par un orgue, car elle souhaite arranger une pièce pour jouer lors de la messe. Cependant, leur mère a refusé, disant que c'est trop cher à acheter, puisque ce n'est pas comme si elle était sa bien-aimée Isabella. Ariane change alors son conseil et suggère à Arabella de persuader Isabella de faire la demande, sachant que leur mère approuverait sûrement si la demande venait directement d'Isabella. En voyant le visage d'Arabella, Ariane réalise qu'Arabella sait d'elle-même que ses parents aiment beaucoup plus Isabella qu'elle, et cela lui fait se demander pourquoi elle devrait avoir pitié d'une enfant qui a tout ce qu'elle n'a jamais eu. Arabella commence à s'agiter, alors elle demande à Isabella un orgue, comme suggéré par Ariane. Cependant, Isabella affirme directement que ce n'est pas un jouet pour se divertir. Selon elle, l'extravagance est un péché qui reflète mal sur une dame de bonne réputation. Arabella commence alors à se montrer rude, affirmant qu'elle a l'intention d'utiliser l'orgue pour sa musique. Ariane se demande alors si les maquillages et les bijoux étrangers coûteux d'Isabella ne sont pas considérés comme de l'extravagance, mais elle sait que cela correspond parfaitement au caractère hypocrite d'Isabella. Ariane décide alors de montrer à quel point la musique qu'Arabella pourrait composer est belle pour apaiser la situation de la petite sœur. Non seulement cela, mais Ariane demande aussi à Arabella de jouer pour eux, ce qu'Arabella accepte facilement et commence à jouer si gracieusement qu'Isabella est choquée par sa musique.
À la fin, Isabella semble très intéressée par la musique d'Arabella, qui a pensé à créer un hymne pour être joué lors d'une messe, même si elle ne l'avait pas encore terminé. Dès qu'Isabella a fini la partie d'évaluation, elle demande à Arabella si elles peuvent avoir une conversation entre sœurs, ce qui pousse Ariane à quitter la pièce. Lorsqu'Ariane quitte la pièce, Isabella parle de l'importance d'être un membre digne de la famille tout en caressant la tête d'Arabella, insistant sur le fait que leur gloire est assurément partagée entre les frères et sœurs. Tout le royaume commence alors à parler des mérites de la jeune femme qui a joué une pièce qu'elle a écrite elle-même pour la messe, ce qui fait que tout le monde se demande à quel point les sœurs sont talentueuses, les rendant ainsi célèbres. Cependant, au lieu qu'Arabella soit reconnue pour sa musique, c'est Isabella qui semble sur le point de voler la vedette au nom de sa sœur, se proclamant elle-même comme une musicienne dotée d'un don divin. Peu après, Camélia arrive avec son partenaire Ottavio invité par Isabella en tant que spécialiste connu de la musique. Ottavio semble plutôt excité en rencontrant Isabella, rougissant en sa présence, ce qui rend Camélia jalouse. Lorsque le couple se retire, Isabella se promet de ne plus laisser Ariane voler la gloire et de prendre toute la reconnaissance pour elle-même, tandis qu'Arabella reste assise dans la foule, la tête baissée, se sentant désespérée comme toujours. Arabella était ravie de recevoir son nouvel instrument, espérant jouer autant qu'elle le voulait pour réarranger sa pièce pour la messe. Mais en même temps, elle se demandait pourquoi Isabella obtenait toujours ce qu'elle voulait à tout moment. À ce moment-là, Ariane est venue confirmer les soupçons d'Arabella. Isabella avait demandé quelque chose en échange de l'instrument qu'Arabella souhaitait, et il semble qu'Arabella ait dû accepter que sa pièce soit annoncée sous le nom d'Isabella en échange de l'orgue. Lorsqu'Ariane demande à Arabella si elle se sent bien après avoir obtenu ce qu'elle voulait, Arabella ne sait pas quoi répondre, ne comprenant pas pourquoi Isabella l'aiderait seulement si elle jouait sa chanson sous son nom. Arabella demande à Ariane si Isabella est réellement en son tort ou non. Ariane affirme alors que les gens ne font pas toujours ce qu'il faut, ce qui amène Arabella à se demander pourquoi cela ne fonctionnerait pas, étant donné qu'Isabella est sa sœur de sang. Arabella réagit alors en disant qu'Isabella pourrait être dure avec Ariane parfois, mais qu'elle ne le serait pas avec elle. Ariane décide alors de questionner Arabella sur pourquoi elle n'a jamais eu droit à une orgue, jusqu'à ce qu'Isabella en demande un. Elle l'interroge également sur leurs parents, se demandant pourquoi ils ne s'intéresseraient pas à la question, sachant qu'Isabella n'a aucun intérêt pour les instruments de musique. Lorsqu'Arabella entend Ariane, cette dernière affirme que rester silencieuse et ne pas faire de vagues ne fera qu'aggraver la situation pour elle, car personne ne saura qu'elle a été lésée par sa propre sœur, et au lieu d'écouter Ariane, Arabella s'énerve contre elle, affirmant qu'elle ne fait que dire des bêtises comme si son seul but était d'insulter Isabella. Arabella ne se contente pas de rester dans les limites, mais elle accuse même Ariane de ne pas être une véritable demeure, la traitant de fraude tout en pleurant. En voyant Arabella dans un tel état, Ariane se remémore ses propres moments de déni et comprend que la vérité peut briser les gens. Mais elle sait aussi qu'elle ne peut pas sauver Arabella et pense avoir déjà fait tout ce qu'elle pouvait pour elle. Au présentoir, Isabella était sur le point de commencer la cérémonie devant une foule immense, et les gens sont très excités de la voir se produire en direct. Mais, leur visage change lorsque la musique devient quelque chose de plutôt étrange. Ce qui remplit de peur Arabella, ne s'attendant pas à ce que cela se passe ainsi. Le musicien présent termine la performance et affirme qu'ils doivent interrompre le reste en raison de raisons évidentes, tout en espérant qu'elle a pu satisfaire sa curiosité. Il souligne qu'il y a une partie inhabituelle au milieu de la mélodie sur laquelle il travaille, et réalisant qu'Isabella a pris le risque de mettre un accent particulier sur cette partie, il demande à Isabella de démontrer cette partie devant toute la foule. Arabella se rend compte qu'Isabella est maintenant dans une situation difficile car elle ne sait pas lire les partitions musicales. Mais au lieu de reculer, Isabella blâme les musiciens pour leur incapacité à gérer les changements de tonalité. À ce moment-là, Arabella décide de soutenir sa sœur et intervient en expliquant que la version de la partition doit manquer des instruments à cordes, car le changement de tonalité n'était pas du tout intentionnel. Elle commence à corriger les accords, tentant de réparer la situation avant qu'elle ne s'aggrave. Mais avant qu'Arabella ne puisse changer le cours des événements, les murmures commencent parmi les spectateurs et même parmi les musiciens professionnels présents à la cérémonie. Ils ont déjà compris ce qui s'est réellement passé en coulisses, car personne n'a jamais parlé du talent musical d'Isabella de Mar. Même Camélia commence à rire de la situation, alors qu'Isabella essaie de s'attribuer le travail de sa propre sœur pour se mettre en avant. Pour rattraper la situation, leur mère se présente devant la foule pour clarifier le malentendu en affirmant que l'ensemble de la composition a été réalisé en collaboration entre les deux sœurs. Elle insiste sur le fait qu'Isabella a proposé les motifs généraux de la musique, tandis qu'Arabella s'est occupée des détails, ce qui aurait normalement dû illustrer Arabella en tant que principale compositrice dans cette situation. Mais à ce moment-là, quelqu'un dans la foule commence à questionner la femme sur ses affirmations, et il semble que l'homme ne soit autre que le comte César lui-même. Les gens continuent d'acclamer après avoir croisé le regard de César, et il semble qu'il apprécie d'être sous les projecteurs. César saisit alors la main d'Isabella pour tenter de l'embrasser, tout en exprimant sa beauté. Mais il semble que César ait d'autres intentions que de simplement parler de sa beauté,
car il soulève le sujet d'Isabella qui n'a aucun goût et qui essaie de s'approprier le talent d'autrui. Isabella réagit instantanément en affirmant qu'il est impensable qu'elle soit jalouse de quelqu'un d'aussi inférieur à elle, ce qui fait que César se sent déjà satisfait de sa mission, puisqu'il n'a même pas eu besoin de mentionner un nom en particulier. Il poursuit en comparant son intellect à sa beauté de manière moqueuse, la qualifiant d'impressionnante, et demande même à la foule de commenter son intelligence, ce qui les fait ricaner. Pendant qu'Isabella tente de confronter César sur sa réaction, il explique comment il est venu écouter la musique, mais a été diverti par autre chose. Puis, après avoir pris congé, César décide de partir avec ses hommes, qui continuent de ricaner et de jeter des regards à Isabella. Pendant ce temps, Lucrezia et ses 2 filles continuent de se tenir au milieu de la salle, même les servantes qui regardaient Isabella ont commencé à lui faire sentir une brûlure en elle. Quelque temps après, le compagnon de César, Ottavio, le frère d'Isabella, demande à César pourquoi il a eu la langue si aiguisée ce jour-là pour égayer son humeur. Et lorsque César ne répond pas à sa question, Ottavio affirme qu'il pensait que César avait développé une certaine affection pour la jeune Isabella. Mais César dit que même si c'est vrai, elle n'a rien d'autre qu'un beau visage. Ottavio essaie de tromper César en affirmant qu'il pourrait essayer de regagner Isabella en se comportant de manière douce, tout en le tapotant sur la main, comme s'il essayait de paraître plus amical. Mais la remarque de César met Ottavio dans une situation délicate, et César affirme qu'il aimerait prendre un verre pour alléger l'atmosphère. César décide alors de monter seul sur son cheval et suggère à Ottavio de le rejoindre au salon, ce qui pousse Ottavio à se demander quel genre de personnage César doit être pour agir ainsi. D'un autre côté, Isabella a du mal à sortir de cette mauvaise situation, sachant qu'elle n'a plus aucune chance de se mettre en avant. Désormais, même le comte César la regarde avec mépris. Elle pense que les gens sont sur le point de l'exclure de la haute société, et dès que Lucrezia remarque Arabella à ses côtés, elle commence à lui crier dessus pour ne pas avoir gardé le silence devant la foule. Lorsqu'Arabella explique qu'elle essayait simplement d'aider et qu'elle voulait que la pièce soit jouée avec la bonne partition, Lucrezia continue de lui crier dessus, disant que cela n'a plus d'importance puisque la réputation de sa sœur est maintenant en morceaux. Isabella les rejoint pour affirmer que c'est de la faute d'Arabella si les gens se moquent d'elle sans raison, en soulignant que c'était son song. Dès qu'Arabella entend ces mots d'Isabella, elle commence à crier en corrigeant que c'est sa propre chanson, puisqu'elle l'a écrite elle-même, en pointant le fait qu'Isabella a volé sa chanson au départ. Arabella implore alors sa mère de croire qu'elle a écrit la chanson elle-même, mais il semble que Lucrezia n'écoute que Isabella, ne se souciant pas de ce qui arrive à sa fille cadette. Lorsqu'Arabella lève les yeux vers sa mère, celle-ci la regarde avec colère, affirmant que sa sœur est le joyau de la haute société et la fierté de leur famille. Elle répète également qu'elle ne permettra pas à Arabella ou à quiconque d'autre de se mettre en travers du chemin d'Isabella, et qu'elle doit continuer à garder le silence. Lucrezia ne s'arrête pas là et est prête à faire subir une correction à sa fille cadette pour le bien d'Isabella. Elle continue de frapper Arabella jusqu'à ce qu'elle présente ses excuses à sa sœur. Lorsque la correction se termine enfin, les servantes continuent de regarder et de murmurer sur la fille cadette, tandis qu'Arabella se retrouve devant Ariadne, qui est prête à la prendre dans ses bras même dans son piteux état. Arabella accepte alors fièrement l'étreinte de la sœur avec qui elle n'est même pas liée par le sang et commence à libérer toutes les larmes contenues en elle. Les jours passent et Ariadne est invitée au salon d'Alejandro de Chibo pour l'exposition d'art du dernier vendredi d'août, où le prince Alfonso sera également présent pour voir l'exposition. Pendant qu'Ariadne continue de lire le courrier qui lui a été envoyé, Isabella demande à sa servante Maletta de vérifier s'il n'y a pas d'autres invitations dans le courrier. La servante répond négativement, ne trouvant pas d'autre moyen. Isabella demande à Ariadne si elle compte assister au salon de la marquise de Chibo, en insinuant qu'il ne serait pas sage pour elle de rejoindre l'exposition, puisqu'Ariadne n'a pas encore fait ses débuts, et qu'elle ne serait pas autorisée à y assister sans chaperon. Ce qui fait qu'Ariadne se rend compte qu'Isabella n'a pas tort cette fois-ci. Alors qu'Isabella se réjouit du fait que Ariadne ne pourrait peut-être pas participer au salon, leur père annonce qu'il est temps pour Ariadne de faire son propre bal de débutante, ce qui surprend tout le monde, y compris Isabella et sa mère, car elle ne s'attendait pas à une telle annonce. Isabella fait remarquer que la saison est déjà terminée, donc il ne sera pas possible de le faire. Mais il semble qu'il existe un système permettant à quelqu'un d'avoir son bal de débutante s'il est assez spécial par rapport aux autres membres de l'aristocratie. Isabella ne s'attendait pas à cela, et elle finit par frapper la table à dîner. Mais il semble que le cardinal soit bien décidé à faire en sorte que cela se produise puisqu'Ariadne représente la famille de Mar. Dès qu'Isabella entend cela, elle pense qu'elle doit d'une manière ou d'une autre empêcher Ariadne d'assister à l'exposition, car elle devra être prête à l'automne au plus tard. Isabella pousse même sa mère à parler de la situation. Alors Madame Lucrezia commence à soutenir sa fille, en affirmant qu'il sera bientôt nécessaire de consulter un médecin pour elle, tandis que le cardinal s'inquiète de la situation de sa femme, et Ariadne affirme qu'elle ne veut pas que sa belle-mère souffre à cause d'elle. À ce moment-là, Isabella est convaincue qu'Ariadne ne pourra pas du tout se rendre à l'exposition, mais il semble qu'Ariadne ait déjà d'autres plans en tête. Le jour de l'exposition, sa servante Sancha est très excitée de savoir que le prince Alfonso sera également présent dans la foule pour assister au salon.
Sancha est tiraillée, se demandant si Ariadne aurait dû opter pour quelque chose de plus spectaculaire que d'habitude, ce qui rend Ariadne quelque peu mal à l'aise alors qu'elle est déjà ravie d'assister au salon. Il semble qu'Ariadne ait demandé à Madame Romani d'être son chaperon, et elle a accepté sa proposition avec un grand sourire. Ariadne n'a pas seulement pour objectif de rencontrer Alfonso, elle est aussi très enthousiaste à l'idée d'acheter des tableaux, car elle sait que les peintures dont les artistes qui deviennent maîtres du Saint-Siège prendront de la valeur, espérant ainsi faire un excellent investissement. En même temps, elle est impatiente de voir la statue de Victoria Nyck, la déesse antique de la victoire, qui se dresse fièrement dans le salon, reflétant sa beauté pure et sa conservation intacte, ce qui lui confère une valeur inégalée. La statue était déjà dans un moins bon état lorsqu'elle a été notée dans le journal, et le noble qui a acheté la statue de Victoria Nyck pour la placer devant sa cour a en réalité acquis une fausse statue. Sachant que le drame va se dérouler sous ses yeux, Ariadne commence à s'exciter à l'idée de vivre le moment le plus divertissant de sa vie. Dès qu'Ariadne arrive au salon, elle est appelée à un endroit qui fait murmurer tout le monde. Les gens comparent son apparence à celle de Madame Lucrezia et Isabella. Mais il semble qu'Ariadne soit déjà habituée à ce genre de situation, puisque cela n'a pas beaucoup changé depuis sa vie précédente. Alors qu'elle s'apprête à s'éloigner de la foule, elle remarque que les gens ont entouré le prince Alfonso pour bénéficier de sa grâce. Il illumine toute la pièce sans se soucier de ce qu'il y a autour de lui. Ariadne se prépare à se diriger vers le jardin pour attendre le début de l'enchère, les gens l'ignoreront de toute façon puisqu'elle ne veut pas qu'Alfonso la voie. Pensant que les gens sont toujours en train de murmurer à propos de son apparence, elle est sur le point de partir lorsqu'Alfonso la remarque et l'appelle, malgré le fait qu'il soit entouré d'une grande foule de nobles.